pas remuer le couteau dans la plaie et déclencher la fameuse ceinture. Échec de cette pitoyable stratégie de ma part. Le parent d'adolescent constate en effet souvent après analyse que quoi qu'il fasse, la crise a lieu, surtout s'il tente par tous les moyens de l'éviter. L'adolescent ayant un sixième sens très développé pour sentir que son parent ne veut pas cette crise, ce qui le pousse irrépressiblement à la faire exploser. « Non, en effet, » dit-elle en me mimant d'une façon assez peu valorisante pour mon physique et mon intelligence. « Donc, quoi? Je fais quoi, moi, demain? Tu te rends compte que c'est le bac ou bien tu as oublié ?» Parfois, nous en reparlerons dans cet ouvrage, l'adolescent nous tient pour unique responsable de ses propres défaillances et manquements, avec une mauvaise foi remarquable visant à nous faire tellement culpabiliser que nous pourrions être tentés de résoudre son problème à sa place. Or, tenter de lui en faire prendre conscience est absolument inutile et fréquemment déclencheur de la fameuse ceinture. Résoudre son problème à sa place peut permettre d'éviter la crise à court terme, mais constitue le ferment idéal pour faire germer celle à venir dans les heures et les jours qui viennent, puisque ça marche. Il parvient à vous faire résoudre ses problèmes à sa place. Il ne risque donc pas de s'en priver pour le reste de sa vie. Non, je sais ce que c'est le bac de gym. Je pense que tu vas te rattraper avec le lancer de poids et le hand parce que clairement, demain tu auras un demi-point. C'est ça, et je fais comment pour avoir le demi-point? L'auditeur l'a bien senti, Amélie commence à s'essouffler. Elle sent que la culpabilisation ne prendra pas, mais tente quand même un dernier coup pour essayer de se faire prendre en charge par son égoïste et défaillante maman. Mais je tiens. C'est mon métier quand même. Je ne sais pas, réponds-je. Je suis nulle en gym. Je pourrais éventuellement te proposer d'enlever tous les meubles du salon, afin de le transformer en gymnase pour t'entraîner à faire la roue, mais j'ai l'horrible pressentiment que même si nous y passions les 12 heures qui restent avant l'examen, tu n'y parviendrais pas, sans parler du risque de trauma crânien. Donc, on ne va pas faire ça. Tu auras 0,5 sur 20, chérie. Cette saillie irrésistiblement humoristique ne touche visiblement pas ma fille, qui lève les yeux au ciel pendant environ 30 secondes, soupire comme un cheval mécontent et, devant mon impassibilité, remonte l'escalier en faisant à nouveau vibrer les marches, mais pas trop fort pour que je puisse entendre. « Toi, de toute façon, quand on a besoin de rien, on sait où te trouver. » Ce qui fait toujours chaud au cœur quand on est une maman. Il faut bien avouer que généralement la maman et le papa d'adolescents ont peu souvent chaud au cœur pendant quelques années et que leurs blagues pourtant hilarantes sont rarement appréciées à leur juste valeur. Néanmoins, s'ils tiennent le choc face aux tentatives de culpabilisation du dit adolescent, ils pourront préserver certaines de leurs soirées et également, ce qui n'est pas rien, rendre autonome ce dernier en le plaçant face aux conséquences de ses actes ou de ses non-actes, par exemple et au hasard, celui de n'avoir strictement rien préparé pendant les 8 mois de l'année scolaire concernant le bac de gym. 1 heure plus tard, Amélie redescend de sa chambre et me regarde d'un air victorieux. « J'ai trouvé, maman, la musique pour demain. »« Excellent. Voilà ton demi-point, chérie, c'est quoi? Écoute. » À mes oreilles ébahies sonnent les premières notes de La parade des éléphants du livre de la jungle. Instantanément, Amélie se met à 4 pattes, sur les pieds, pas sur les genoux, décision artistique qui rend la séquence plus conforme à l'original, et fait le tour de la cuisine en rythme, puis se relève au bout d'1 minute de cette étonnante chorégraphie pour aborder le salut militaire en marchant de façon saccadée, pour terminer dans un gracieux salut et une magnifique révérence. « Ouache !» dis-je. Que vouliez-vous que je dise de plus ? Le lendemain, lorsque la musique a commencé à retentir dans le grand gymnase du lycée, un des membres du jury qui avait eu Amélie comme élève en seconde s'est exclamé « Putain, Amélie !» L'étonnement que suscitent les adolescents chez nous ne peut fréquemment s'exprimer que par des onomatopées ou des jurons peu élaborés tant leur façon d'être au monde est pour le moins originale, en tout cas de notre point de vue d'adulte. Elle a eu 13 sur 20. Ce qui est parfaitement injuste, au regard de la grille d'évaluation, elle méritait environ 2,5. 10,5 points pour le courage et l'autodérision. Pour la souplesse, en somme, comportementale, cette fois. Voici quelles sont, d'après les nombreuses anecdotes de ce type vécues avec elle, ses frères et sœurs, et celles que m'ont rapportées mes patients en séance, quelques-unes des difficiles missions auxquelles se retrouve confronté le parent d'adolescent.
les aider à acquérir cette fameuse souplesse pour la suite, c'est-à-dire la capacité à réagir, à anticiper, à changer de posture, à s'adapter rapidement et fréquemment aux opportunités et aux contraintes, en étant à leur disposition, sans pour autant les prendre en charge, ce que de façon très ambivalente ils nous demandent fréquemment, tout en prétendant dans le même temps, ou presque, que nous les étouffons. Se placer à leur côté pour les aider à entrer dans ce nouveau monde, pas entre eux et ce dernier, même si parfois leur comportement et la dureté du dit monde nous effraient. Les placer devant les conséquences de leurs actes, et encore plus souvent de leurs non-actes, tout en étant là, s'ils nous le demandent, pour les aider à réfléchir à la meilleure façon de les assumer. Parce que la crise nous fait peur, parce qu'Internet nous inquiète, parce que l'alcool et la drogue nous angoissent, parce que nos ados nous semblent inconscients, hystériques, naïfs, dans l'espace, léthargiques, paresseux, égoïstes, assez semblables à ce que nous étions, ce qui est parfois tout sauf rassurant, parce que nous voulons le meilleur pour eux, tout en sachant qu'ils vont forcément vivre des moments douloureux, parce qu'ils nous agacent, nous mettent en colère, nous font de la peine, nous angoissent et nous épuisent. Et parce que nous les aimons, même si parfois il nous est difficile de leur dire. Parce qu'ils nous amusent, nous étonnent, nous font progresser, nous assouplissent, nous rendent fiers, nous donnent envie de connaître l'adulte qu'ils vont devenir. Ce livre ne souhaite en aucun cas décrypter ce qu'est l'adolescence française actuelle, expliquer ses codes, ses us et ses rites par définition éminemment changeants, et qui, à mon sens, ne pourrait être valablement commenté que par les adolescents eux-mêmes, et de surcroît à un instant donné, ni même tenter d'en comprendre le fonctionnement, ce qui impliquerait d'ores et déjà qu'elle constitue un objet d'étude un peu pathologique par rapport aux autres périodes de l'existence. Mais bien plutôt observer certaines interactions répétitives que les adolescents français modernes entretiennent avec leur système propre, sociétal, familial, scolaire, amical, personnel, et que ce dernier par conséquent entretient avec eux pour essayer de proposer aux parents des voies vers l'apaisement. Parce que parfois, les relations se bloquent ou au contraire s'emballent dans des cercles vicieux relationnels porteurs de souffrances intenses de part et d'autre. Puisque, comme le disait Václavic, grand penseur à l'école de Palo Alto, les thérapeutes brefs et stratégiques soignent des relations, pas des gens. Il s'agit donc d'un livre que j'ai souhaité le plus pragmatique possible, même si, évidemment, chaque souffrance est absolument particulière, chaque situation unique et chaque ensemble d'actions déjà menées pour résoudre le problème infiniment personnel. C'est plutôt à une façon assouplie de percevoir les interactions avec les adolescents que je vous convie, pour que vous puissiez trouver vos propres voies vers l'apaisement lorsque la souffrance vous est trop vive. En effet, s'il n'est pas forcément facile d'être un adolescent, il ne l'est pas moins d'être un parent d'adolescent. Ce livre s'appuie sur des thérapies issues de ma pratique et de celle de mon équipe, avec des adolescents et ou leurs parents qui nous ont fait l'honneur de venir nous demander conseil lorsque la situation était trop douloureuse et qui ont pris, pour une grande majorité d'entre eux, de courageux virages à 180 degrés afin d'apaiser leur souffrance. Qu'ils en soient ici remerciés, eux grâce à qui ce métier est si émouvant. Première partie. L'adolescent, un individu de passage et en crise. Bref, peu fréquentable. Les théories sur l'adolescence sont assez récentes et ne sont pas sans conséquence sur l'objet même qu'elles étudient. On l'oublie parfois. En sciences humaines, on observe et analyse des êtres qui ne manqueront pas d'adopter pour partie des comportements en réaction précisément à l'analyse que l'on fait d'eux. En tout cas, dans la logique circulaire de l'école de Palo Alto, qui sera la mienne tout au long de cet ouvrage, et qui postule que les effets créent aussi leurs propres causes. Allons donc à la recherche de ces analyses que le monde adulte produit concernant l'adolescence depuis un petit siècle, car pour mieux apaiser des relations bloquées, violentes ou coupées, il est essentiel de bien comprendre comment chacune des parties analyse l'autre, puisque ces perceptions croisées conditionnent à chaque instant tous les messages envoyés et bien évidemment la façon dont le message est reçu. Acné, poils et premiers émois sexuels, c'est donc ça, être adolescent ?
La première définition moderne a transformé ce qui était, il y a quelques générations, une simple frontière en une étape transitoire. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.